Monsieur le recteur, cher Philippe, messieurs les vice-recteurs, cher Marc, cher Rudy, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités. Monsieur le professeur, cher monsieur Paco, quel plaisir, ou peut-être quel bonheur. On dit que le plaisir est le bonheur des fous, le bonheur est les plaisirs des sages. Quelle joie, disais-je donc, pour l'UMONS en général et pour notre faculté d'architecture et d'urbanisme en particulier, de vous accueillir ce soir pour cette leçon inaugurale dans le cadre prestigieux de la chaire Franqui. Il est coutume à cette occasion de rappeler ce qu'est la chaire Franqui et qui était Émile Franqui. Émile Franqui est né en 1863 et décédé en 1935. Il fut militaire, officier, explorateur, diplomate et homme d'État belge. C'était un collaborateur du roi Léopold II. Envoyé en mission économique en Chine par ce dernier, il fut amené à négocier avec Herbert Hoover, futur président des États-Unis, un contrat pour la mise en place d'un grand réseau ferroviaire. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Émile Franqui, qui est de retour en Belgique, découvre le peuple belge affamé. Au même moment, l'opinion publique américaine s'émeut du sort de la population européenne. Une grande opération de générosité s'organise sous la présidence d'Herbert Hoover, qui chercha un interlocuteur solide en Belgique. Il se rappelle Émile Franqui et ses qualités de négociateur et d'organisateur lors de la campagne chinoise. Un partenariat entre les deux nations s'organise sur notre territoire. Le Comité national de secours et d'alimentation voit le jour. Émile Franqui en sera nommé président. À la tête de ce comité, il sera chargé de réceptionner les vivres en provenance des États-Unis et de les distribuer à la population, et surtout de gérer les fonds importants dont dispose le comité. Franqui, pourtant autodidacte, était plus que conscient de la nécessité d'ouvrir des études universitaires au plus grand nombre. À la fin de la guerre, alors que la situation économique de la Belgique se redresse, on envisage la liquidation des organismes de secours. Le solde important dont disposait le comité que présidait Émile Franqui doit être réaffecté. Herbert Hoover et celui-ci conviennent alors que le meilleur investissement pour la Belgique sera celui en faveur de l'enseignement et en particulier des universités à qui la moitié du capital fut consacrée. Émile Franqui sera donc le principal acteur de la création d'un fonds dont l'objet sera de promouvoir le développement du haut enseignement et de la recherche scientifique en Belgique. Herbert Hoover insista pour que cette fondation porte le nom de Franqui, afin de pérenniser la mémoire de celui qui fit tant pour son pays et pour la science. Le but de la fondation Franqui, comme l'indiquent ses statuts, est bien de stimuler la recherche scientifique désintéressée en apportant un soutien moral aux femmes et aux hommes de science. Pour réaliser ces objectifs, la fondation Franqui opère suivant 4 axes. Tout d'abord, le financement de séjours en Belgique pour des universitaires étrangers reconnus et inversement, l'octroi de bourses pour des enseignants-chercheurs belges qui souhaitent se perfectionner dans une université américaine. Les 2 autres axes, et sans doute les plus prestigieux, sont le prix Franqui, qui reconnaît les mérites d'un jeune savant belge, et enfin, les chaires octroyées aux universités belges pour inviter un professeur d'une autre université européenne à donner 10 heures de cours non inscrits au programme des études. Cette année, sur proposition du professeur Damien Darcy, soutenu par l'ensemble des membres de notre faculté et du conseil de la recherche de notre université, une chaire nous a été attribuée afin d'accueillir monsieur le professeur Thierry Paco. Monsieur Thierry Paco est professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris. Il a bénéficié d'une triple formation en philosophie, sociologie et sciences économiques qui l'a conduit à élaborer une philosophie de l'urbain et de l'enseigner. Outre sa brillante carrière universitaire, Thierry Paco a également contribué à faire connaître les grands enjeux urbanistiques contemporains à travers différents médias. Il est auteur de très nombreux ouvrages dans lesquels il pose un regard original et critique sur l'urbanisme contemporain. Ce double aspect, à la fois critique et prospectif des travaux de Thierry Paco, a permis d'ouvrir la recherche en urbanisme à des manières de penser qui, sans lui, auraient été exclues ou simplement ignorées. Cela se traduit par des thèses originales
rédigées sous son accompagnement et pour la plupart d'entre elles publiées. Cette chaire s'organisera en 5 leçons. La première, celle de ce jour, est intitulée « Une terre urbaine sans ville ». Elle sera suivie de 4 autres, l'écologie comme méthode, habiter, de la topophilie et pour terminer le cycle, la mi-livre. L'urbanisme, les territoires, les villes ont de tout temps constitué de grands enjeux, de ressources, de stratégie, de géographie. Bref, ils ont toujours été d'importants leviers du pouvoir auxquels les aménageurs sont confrontés. Émile Francqui lui-même, au service du roi Léopold, bâtit sa réputation en tant que cartographe sur les territoires belges du Congo. Si on peine à croire que la dimension du pouvoir n'influencera pas pendant encore de nombreuses années la politique territoriale et la dimension opérationnelle de l'urbanisme, nous pouvons néanmoins espérer que la gestion de la terre en tant que territoire n'échappera pas à une profonde remise en question. De nouveaux paradigmes d'organisation et de partage motivés par le défi climatique devraient déboucher sur une conception architecturale et urbanistique plus frugale et soutenable. Le défi climatique constitue avant tout une opportunité sans précédent de rassembler les hommes et les femmes du monde entier autour d'une cause commune et doit favoriser le vivre ensemble. La rentrée académique 2019-2020, monsieur le recteur, fêtait certes les 10 ans de la bannière Humons, mais c'était surtout aussi le témoignage des valeurs portées par notre université. Un ancrage territorial et un rayonnement international, une neutralité philosophique promouvant tolérance et esprit critique, et plus spécifiquement cette année, la promotion du développement durable dans la dimension humaine qui caractérise si bien notre institution et les hommes et les femmes qui la composent. Je terminerai ce petit mot d'accueil, monsieur le professeur, cher monsieur Paco, en vous souhaitant donc la bienvenue dans notre institution. Votre présence, je pense, au-delà des aspects scientifiques et académiques, n'est pas le fruit du hasard. Je vous remercie déjà pour l'enseignement que nous tirerons de vos leçons, et je cède immédiatement la parole au professeur Damien Darcy, à qui il revient naturellement de présenter votre travail. Je vous souhaite une excellente soirée, et je vous remercie. Merci Étienne, merci Monsieur le doyen. Alors comme l'a souligné mon doyen, c'est avec beaucoup de plaisir en fait que nous recevons ce soir, dans le cadre de cette chaire Francqui, le professeur Thierry Pacaud. Alors avant de lui laisser la parole, je souhaiterais revenir assez brièvement sur son travail. L'œuvre de Thierry Pacaud étant particulièrement riche, je vais essayer ici en fait, plutôt que d'énumérer les thèmes qu'il développe dans ses nombreux livres, articles, ouvrages dirigés, de ressaisir la perspective, ou si on préfère l'angle d'attaque que Thierry Pacaud adopte sur l'urbain, et montrer en quoi celui-ci est particulièrement important, à mon sens même incontournable, dans le champ des études et des recherches en urbanisme. Alors de façon générale, les urbanistes ont pour tâche de proposer des moyens, des outils, permettant de répondre aux grands enjeux aujourd'hui rencontrés par les villes et les territoires. Dans un contexte de concurrence de plus en plus grande entre les villes, les urbanistes vont par exemple développer des stratégies visant à rendre les villes plus attractives ou plus compétitives. Les études en urbanisme ont ainsi un objectif opérationnel. Il s'agit de contribuer, par l'invention de nouveaux modèles urbains, au développement économique et social des villes et des territoires. Alors si la dimension opérationnelle des études en urbanisme leur confère évidemment un intérêt incontestable, elle constitue pourtant aussi, sous certains aspects, un problème. Rivé aux enjeux économiques et sociaux rencontrés par les villes, étroitement liés donc au monde des décideurs politiques, administratifs, etc., les études en urbanisme n'interrogent pas nécessairement le cadre dans lequel elles s'inscrivent. On cherche à répondre à un problème, encore une fois, par exemple, celui de l'attractivité ou de la compétitivité des villes, pour reprendre l'exemple précédent. On étudie une série de réponses possibles, mais on ne se demande pas forcément si le problème posé est le bon. Pour le formuler de façon plus tranchante, les études en urbanisme s'inscrivent dans des logiques politiques, économiques et sociales qu'elles ne remettent pas toujours en question. Cette caractéristique, comme le soulève Thierry Pacaud dans Désastre urbain, les villes meurent aussi, n'est pas due à la personnalité ou au caractère propre aux urbanistes, mais à l'histoire de la discipline. L'urbanisme procède en fait directement de la société productiviste. Dans la nouvelle société capitaliste, l'urbaniste, plus largement d'ailleurs en fait l'aménageur du territoire, a pour mission de réorganiser les espaces de manière fonctionnelle, en les quadrillant, en les zonant, puis en y fixant des groupes d'individus considérés comme autant de pièces d'une mécanique ou d'un mécanisme qu'il va s'agir de faire fonctionner de manière optimale.
Du quadrillage des villes du XIXe siècle au développement des smart cities, des reconfigurations haussmanniennes au Grand Paris, l'urbanisme obéit ainsi d'abord à une logique productiviste impliquant, en même temps que la fonctionnalisation des espaces urbains, la normalisation et le contrôle des individus. Mais si l'urbanisme est une discipline historiquement liée au pouvoir, Thierry Pacaud n'a de cesse de souligner qu'elle est aussi au cœur de toute démarche émancipatrice, c'est-à-dire de toute démarche qui vise à rendre l'humain plus libre, en même temps que plus riche des interactions qu'il peut nouer avec tous ceux qui l'entourent, humains comme non humains, les animaux, les végétaux, etc. S'il cible et s'il critique les dispositifs urbanistiques aliénants, assujettissants, comme entre autres les grands ensembles, les centres commerciaux ou encore les grands projets, encore à la mode après être passé au greenwashing, il insiste chaque fois, comme par exemple dans Terre urbaine, 5 défis pour le devenir urbain de la planète, pour montrer que c'est aussi par l'urbanisme que l'on parviendra à faire exister d'autres mondes, d'autres manières de vivre ensemble, d'autres manières de faire ensemble. Comme il le rappelle dans Utopie et Utopiste, changer la société, c'est nécessairement changer le cadre de vie dans lequel elle se fait. L'urbanisme est donc au cœur d'une lutte dont les enjeux, à l'heure où l'on paramètre jusqu'aux odeurs des lieux pour orienter les comportements dans un sens décidé par avance, donc les enjeux sont une société plus libre, plus démocratique, plus solidaire et recréant du lien avec la nature. Mais cela suppose, pour reprendre l'un des titres de ses ouvrages, de repenser l'urbanisme. Pour ce faire, comme il le suggère dans L'urbanisme est notre affaire, et comme il le fait concrètement en fait, dans tous ses différents livres, le meilleur moyen, c'est peut-être d'ouvrir la discipline à son dehors, autrement dit, de croiser les perspectives et les regards. Il ne s'agit évidemment pas de rabattre tous ces points de vue les uns sur les autres pour dégager une autre manière de penser, une autre manière de faire que l'on opposera alors à la logique de normalisation dominante, mais de trouver dans la multiplicité des perspectives existant sur l'urbain, en lieu et place d'un monde de plus en plus standardisé, en lieu et place d'un monde de plus en plus marchandisé, les moyens d'inventer des mondes riches de leur diversité, forts de leur singularité. S'ouvrir à d'autres regards, c'est précisément ce que fait Thierry Pacaud lorsqu'il mobilise dans ses ouvrages, par exemple, les travaux d'architectes et d'urbanistes qui ont fait un pas de côté par rapport aux logiques dominantes. Et on pense ici à Friedrich, par exemple, Friedrich Hundertwasser, qui faisait des arbres et des plantes les colocataires de nos lieux de vie, inventant les balcons pour les arbres et les premières toitures forêts. Sont également les textes de philosophes, comme par exemple Gaston Bachelard et sa maison onirique, riche des rêveries qu'elle suscite, de la cave des peurs de l'enfance au grenier des souvenirs. Ce regard, c'est aussi celui qu'il développe dans La ville récréative, enfant, joueur, école buissonnière, le regard de l'enfant, mobilisé non pas pour mieux justifier un urbanisme sécuritaire, mais au contraire parce que l'enfant est un faiseur de monde, capable de faire d'une rue où pourtant chaque chose a sa place, la voiture, le cycliste, le piéton, un terrain de jeu, un autre monde. C'est encore le regard des paysagistes ou celui des jardiniers, comme son ami Gilles Clément, qui peuvent eux aussi nous amener à réinventer des lieux partagés dans lesquels la nature n'est plus opposée à l'humain, mais se déploie et s'enrichit avec lui. Plus fondamentalement, en fait, faire la ville autrement, insiste-t-il à plusieurs reprises, implique de se défaire de ce que l'on appelle très communément la gouvernance par projet. Celle-ci confie en fait à des équipes de spécialistes la programmation des fonctions des territoires, programmation à laquelle se plieront ensuite les individus. Au fil de son œuvre, Thierry Pacaud défend et oppose à la logique du programme, à la logique du projet, un urbanisme du trajet, un urbanisme du parcours, je le cite, qui s'élabore au fur et à mesure, sans prédestination, en se questionnant, se réorientant, s'ajustant à chaque étape d'un processus dont la seule finalité, s'il fallait en promouvoir une, serait l'autonomie des acteurs concernés. Alors tout cela peut sembler irréalisable. En effet, même confrontés à des enjeux qui pourraient bien changer radicalement la vie humaine sur Terre, nos sociétés continuent de fonctionner suivant une logique productiviste, même labellisée éco-friendly, à l'image d'ailleurs qui ouvre l'ouvrage des astres urbains, donc à l'image de ces personnages de dessins animés qui continuent de courir alors qu'ils ne sont plus sur la terre ferme, mais en l'air. Pourtant, tout repose sur nous. Comme le rappelle Thierry Pacaud, dans Le sillage de Bernard Charbonneau, la liberté n'est pas un droit, ou alors il est toujours déjà recouvert par des formes d'assujettissement, plus ou moins douces, mais un devoir. La liberté n'est acquise que si elle s'exerce. C'est précisément à cet exercice de la liberté, qui seul peut rompre avec les cadres établis, que nous invitent les travaux de Thierry Pacaud. Et je vais immédiatement lui laisser la parole, et je propose qu'on l'applaudisse encore une fois pour le plaisir qu'il nous fait d'être là. Merci Thierry.
Non, attendez, avant d'applaudir. Voilà, donc merci beaucoup, messieurs les doyens, et puis merci Damien. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir une présentation de mes travaux sous une appellation ô combien impressionnante d'œuvre. Bon, je mérite peut-être pas tant que ça, mais voilà, donc ça fait plaisir aussi parce que on sait, il y a une solitude de l'auteur. Vous le savez, donc ça fait plaisir d'avoir un lecteur qui vous dise, il est peut-être le seul de cette salle, qui vous dise continue de livre en livre, il y a une espèce de cheminement comme ça qui nous enrichit ou qui nous fait réfléchir. Alors, oui, comment de la philosophie à l'université française dans les années 70, où l'on ne parlait pas du tout de la ville, on ne parlait pas du tout de l'urbain, j'en suis arrivé à essayer d'inventer avec d'autres la philosophie de l'urbain, c'est tout simplement parce que, sortant de la Sorbonne, sortant de ses cours, et rentrant chez moi en banlieue, je me disais, tiens, c'est marrant, personne n'a philosophiquement réfléchi sur les pavillons de banlieue, sur les équipements collectifs, sur les grands ensembles, sur l'autoroute urbaine qui s'arrête là, sur le métropolitain qui s'arrête aussi là et qui ne va pas plus loin, etc. Et puis sur la forme des maisons, sur leur architecture. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est quand même étonnant que ce qui est peut-être, à l'époque, je ne disais pas encore ça, peut-être le plus grand changement du XXe siècle, c'est-à-dire l'urbanisation des mœurs, ne soit pas pris en compte par les philosophes. Ni Sartre, ni Merleau-Ponty, ni Lévinas, ni Ricoeur, je ne vais pas tous les citer, tous ces grands philosophes, passionnants par ailleurs, ne disaient rien sur la forme d'un bâtiment, sur les matériaux, sur leur consommation énergétique, etc., etc. Et puis, il n'y en avait que 3, mais ça je les ai découverts progressivement, qui s'intéressaient à ce qu'on n'appelait pas encore la territorialité ou l'espace. Ces 3, c'est 2 Allemands, Georg Simmel, qui est un auteur de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, qui est pour moi un philosophe majeur, excessivement important, qui est connu par un très gros livre, qui a mis 90 ans avant d'être traduit en français, qui s'appelle « Sociologie », dans lequel, paradoxalement, il explique justement que la sociologie n'existe pas. Donc c'est assez curieux de faire un livre qui s'appelle « Sociologie ». Il essaie d'expliquer que tout part d'individus qui entretiennent entre eux des relations, et ces relations, constituent peut-être, au mieux, une société. Et il établit comme concept fondateur de sa réflexion la notion de frontière. Et il a cette définition que l'être humain est l'être frontière qui n'a pas de frontières. C'est une phrase très très difficile, je ne vais pas la commenter maintenant, je la garde pour les autres séances peut-être. Mais elle m'a toujours beaucoup impressionné. Le deuxième auteur, c'est Martin Heidegger, j'en parlerai longuement dans la séance sur Habiter. Martin Heidegger a écrit un texte très important, qui est une conférence prononcée à Darmstadt en 1951, qui s'intitule « Bâtir, habiter, penser ». Qui a été lu moult fois, qui a été cité, qui est toujours cité par des architectes, des urbanistes, des géographes, des sociologues, des philosophes. Et moi-même, j'ai dû la lire, je ne sais pas, une centaine de fois. Et à chaque fois, je découvre autre chose. C'est un texte excessivement important, malgré tout ce que je n'admets pas chez ce philosophe, ô combien controversé, qui est Martin Heidegger. Mais quand un texte vous fait penser, vous ne pouvez pas le nier et dire c'est un méchant et puis l'affaire est réglée. Non, il n'est pas méchant, il est aussi ce que je cherchais. C'est-à-dire que lorsque je vous disais en préambule qu'aucun philosophe ne questionnait le monde bâti dans lequel je me trouvais et dans lequel eux-mêmes se trouvaient, Heidegger, lui, va s'intéresser dès 1927 à la télévision, va s'intéresser dès les années 50 à l'ordinateur. Et ça, c'est assez rare qu'un philosophe prenne les technologies nouvelles de son temps comme objet d'étude. Et puis, par ailleurs, on lui doit ce très grand livre qui est « Être et temps », publié en 1927, où il réfléchit pour la première fois sur cette donnée tellement importante pour chacun d'entre nous, qui est le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Les philosophes, la philosophie occidentale s'est préoccupée de Dieu, de la beauté, de la justice, de l'amour, de la mort, mais pas du temps, ou très peu. On trouve quelques petites choses chez Aristote. Après, il faut aller à Saint-Augustin. Et puis ensuite, il faut arriver à Bergson. Et puis il y a cet auteur majeur,
pour un livre très difficile. Je le précise tout de suite, je vais préciser à chaque fois si les livres sont difficiles, parce que pour pas qu'il y ait de réclamation après. Ça m'est arrivé une fois dans une conférence. Le lendemain, j'ai reçu un mail. Vous m'avez fait acheter un bouquin, je n'y comprends rien. Donc c'est très difficile. Mais c'est très difficile, mais ô combien satisfaisant, évidemment. La difficulté n'est pas l'incompréhension, évidemment. La difficulté d'un texte, pour moi, c'est la promesse d'une complicité. Donc ça marche comme ça. Alors ensuite, le troisième, Damien l'a mentionné, c'est Gaston Bachelard. Gaston Bachelard qui, effectivement, est un drôle de zigoto parce qu'il est, j'en parlerai longuement dans l'épisode sur la topophilie, il est celui qui invente ce terme, qui est rentré dans le dictionnaire français, le Robert, qu'il y a un an. Topophilie. Topos, le lieu, philia, l'amitié. Et il écrit 4 fois dans La politique de l'espace, qui est publié en 1957, ce terme de topophilie, que j'essaierai de commenter, de développer dans une prochaine séance. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler j'ai pris comme intitulé « Une terre urbaine sans ville ». C'est un paradoxe, peut-être. La première idée, c'est que la terre entière est urbanisée, entièrement urbanisée. Donc, vous voyez que je ne me mets pas du tout dans la position qu'on entend fréquemment à la radio ou à la télévision. Tel pays est urbanisé à 87%, tel autre à 42%, etc. Non, moi, c'est 100%. Là, je ne discute pas là-dessus. 100% de terriens sont urbanisés. Nous sommes tous des urbains. Même le paysan du Kerala, même l'éleveur de la Pampa argentine, nous sommes tous des urbains. Mais nous ne sommes pas tous des citadins. Là, il y a une espèce de nuance qu'il faudra que je précise au fur et à mesure. Et puis, la deuxième idée, c'est que cette urbanisation n'a pas généré de la ville. Alors, comme j'ai voulu être un peu prudent, j'ai mis un point d'interrogation à ce titre. Mais vous allez tout de suite comprendre que je vais le gommer assez rapidement. Et alors, j'ai décidé de ne pas faire une conférence académique, même si on est dans une université. J'ai voulu essayer de mêler à chaque fois des éléments autobiographiques, non pas du tout par narcissisme, je vous rappelle, enfin j'espère, sinon vous me le direz, mais simplement pour montrer comment j'essaye de penser et comment, en pensant, eh bien, je me trompe et j'enseigne des bêtises, mais je ne sais que ce sont des bêtises qu'après coup. Et donc je vais essayer de raconter le plus honnêtement possible comment je n'ai pas pu faire mieux à tel moment et qu'aujourd'hui je ne pense plus la même chose qu'il y a quelques années. Même si je l'ai enseigné, de bonne foi. Je dis ça à tous les étudiantes et étudiants. Ce n'est pas du tout par je m'en foutisme ou par légèreté. Non, je croyais, et je crois toujours ce que je raconte. La conviction est indispensable à la pensée. Mais la pensée est pensante. Et donc, par conséquent, elle se nourrit aussi de nouvelles lectures et de nouvelles rencontres. Et donc, quand je commence mon enseignement de géohistoire des villes dans une école d'architecture, dans les années 80, et que je fais un autre cours de géohistoire du monde urbain à l'École nationale des ponts et chaussées, le temps fort pour moi, qui était pour moi déjà un combat, c'est géohistoire. C'est-à-dire que j'ai toujours, écolier ou élève, je ne comprenais pas cette séparation, je trouvais ça complètement idiot, et il fallait entremêler la géographie et l'histoire, ça va ensemble. Et donc inventer une nouvelle discipline, c'est un grand historien français, Lucien Febvre, qui invente cette expression, qui est repris par son disciple Fernand Braudel, qui lui-même fait un manuel de géohistoire qui s'appelle « La grammaire des civilisations ». Très grand livre de 1963, il écrit le plus simplement possible, il pense naïvement que le ministre va applaudir et qu'on va supprimer les cours d'histoire séparés des cours de géographie, et que lui a fait un manuel pour montrer qu'on ne peut jamais penser une territorialisation sans l'historiciser, et réciproquement. Et il se trompe. Enfin non, il ne se trompe pas, il a raison, mais il bute contre deux mondes terribles qui sont celui des agrégés d'histoire et des agrégés de géographie, et Fernand Braudel perd. Voilà, il a perdu cette guerre, et c'est terrible. Et moi, à ma petite échelle, je reprends la bannière de la géohistoire, et j'ai écrit plusieurs volumes, plusieurs ouvrages sur la géohistoire du monde urbain, c'est-à-dire j'essayais de comprendre comment
ce truc bizarre. La ville apparaît, pourquoi elle apparaît et comment elle se pérennise en se transformant. Et comment elle se transforme pour arriver aujourd'hui au XXe siècle à peut-être ne plus permettre aux villes d'exister, les villes meurent aussi, mais à lui substituer ce truc que je vais essayer de définir aujourd'hui qu'on appelle l'urbain. Donc là, je lis évidemment les archéologues, mais l'archéologie est aussi une discipline vivante. Et entre les propos d'un archéologue d'il y a 40 ans et aujourd'hui, il y a un écart considérable. Alors il y a des auteurs qui viennent aujourd'hui balayer gentiment, pas du tout pour dire voilà, ils se sont trompés, ils sont nuls, etc. Non, pas du tout. Pour dire voilà, maintenant, sur les mêmes sites archéologiques, on n'interprète pas de la même manière ce que les fouilles ont permis d'exhumer. On découvre autre chose autrement. Et ça, c'est assez passionnant, évidemment. Parce que ce qui ne nous intéressait pas il y a 50 ans, par exemple, ces petits squelettes, on s'était dit, tiens, c'est peut-être des enfants ou des femmes. Non, on va prendre les squelettes plus massifs, qui étaient enterrés dans des tombes, qui ressemblaient à des tombes, hein, des mastabas, quelque chose, certainement des gens puissants. Et puis après, 40 ans plus tard, on va s'intéresser plutôt à ces petits squelettes-là, et on va s'apercevoir que c'était de femmes, et on va savoir que ces femmes étaient mortes à tel âge, de telle maladie, et que c'était une maladie professionnelle, de femmes qui travaillaient de textile. Donc il y avait bien une entreprise de textile là, dans ce site archéologique d'une ville dont on ne savait pas grand-chose, qui datait d'il y a 3000 ans, avant Jésus-Christ. Et donc, c'est comme ça, progressivement, qu'on comprend un peu mieux, peut-être, les choses. Alors, qu'est-ce que j'ai compris? Je ne vais pas vous raconter tous mes balbutiements. Ce que je sais aujourd'hui sur la naissance des villes, c'est la chose suivante. Contrairement à ce que je croyais, et ce qu'on disait à l'époque, il n'y a pas une raison seule qui explique l'agrégation en un même lieu d'une certaine population. C'est ça qui fait une ville et qui la distingue d'un village ou d'un hameau. Donc la ville, c'est un regroupement de certaines populations, alors je vais préciser laquelle, parce que ça on le sait par les archéologues, dans des lieux particuliers. Les villes apparaissent toutes à peu près au même moment sur Terre, 3500 ans avant Jésus-Christ. Dans mes premiers ouvrages, je croyais ce que les archéologues avaient dit, c'est-à-dire 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et en fait, c'est faux. Maintenant, on sait, parce qu'on a d'autres mesures, évidemment, des temporalités, on sait que c'est plutôt 3500 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est que ces villes apparaissent dans des bassins fluviaux ou au bord de la mer. Donc ce sont soit des ports, soit des villes qui sont à l'intersection de voies de communication fluviales et terrestres, et qui sont en même temps dans des vallées, c'est-à-dire des lieux où on va pouvoir permettre à l'agriculture, c'est-à-dire à la domestication de certaines plantes et à la domestication de certains animaux, d'apparaître. Donc il n'y a pas de ville hors de sociétés qui connaissent déjà l'agriculture. C'est un point excessivement important. Et donc cette agriculture, c'est laquelle? Là aussi, moi naïvement, je pensais que c'était l'agriculture vivrière. Non, pas du tout, pas du tout. Les villes apparaissent, et ça c'est James Scott, dans un livre remarquable qui s'appelle Homo Domesticus, qui est publié, qui est enfin traduit en français, qui explique, alors lui il a mobilisé toute une littérature absolument fascinante et impressionnante, et il dit voilà, les premières villes sont tributaires de la naissance de l'agriculteur, vous voyez, pas de l'agriculture, de l'agriculteur. Il faut inventer l'agriculteur, et non pas l'agriculture, pour pouvoir avoir des villes. Alors je m'explique là-dessus. Il explique par là que l'agriculteur n'est pas un paysan, n'est pas non plus un berger itinérant, nomade. Non, c'est quelqu'un qui va devenir tributaire de la mise en culture exigeante des céréales. C'est ça, la naissance de l'agriculteur. C'est celui qui est condamné à travailler pour produire des céréales. Et les céréales, elles sont produites dans ces vallées fluviales. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes en Amérique latine, en Asie, en Afrique noire ou dans la Mésopotamie, qu'on connaît le mieux au niveau archéologique. Donc on a des céréales que nous apprécions comme le blé, mais il y a aussi le sorgho, il y a aussi le millet, il y a aussi le riz, évidemment. Et tout ça, c'est
ça donne d'autres cultures, bien sûr, pas seulement d'autres agricultures. Et donc, pourquoi ces céréales? Pourquoi ces céréales? Parce que pour pouvoir contrôler l'eau, indispensable à la mise en culture, eh bien, il nous faut créer des canaux, créer des voies d'irrigation, et puis peut-être des structures de redistribution de l'eau, donc d'un contrôle étatique. Et le contrôle étatique ou administratif a besoin, pour fonctionner, d'une production régulière dont on connaît la récolte avant qu'elle ait lieu. Seules les céréales nous indiquent 3 mois avant ou 4 mois avant la récolte, la moisson, ce qu'elle va donner, cette récolte ou cette moisson. On va sur pied mesurer, et on pourra même vendre sur pied, une récolte à venir de maïs, ici, de riz, là, etc. Donc, pour qu'il y ait cette comptabilité de ces récoltes, pour qu'il y ait ce contrôle administratif, je prends tous ces mots avec des guillemets, bien évidemment, eh bien, il faut qu'on invente autre chose qui s'appelle l'écriture. Et l'écriture, comme par hasard, date de 3500 ans avant Jésus-Christ, comme ces premières villes. Évidemment, là, ça m'a fait un choc, parce que je croyais, moi, qu'on avait inventé l'écriture pour écrire des mots d'amour. Pas du tout. On a inventé l'écriture pour comptabiliser la production, qui sera contrôlée par ceux qui dirigent ces villes. Et qui dirige ces villes? Eh bien, dans les villes, il y a 3 groupes sociaux qui n'existent pas dans les sociétés rurales. Ce sont les guerriers, les prêtres et les marchands. Là, vous avez une vision trifonctionnelle qui a été développée et théorisée par Georges Dumézil, puis par Georges Duby, pour citer 2 auteurs majeurs, mais qui colle à peu près à la réalité. Évidemment, il n'y a pas que ces 3 catégories-là. Il y a toute une myriade de petits boulots, de serveurs, de serviteurs et d'esclaves. Alors là aussi, surprise absolue, lorsque je racontais ma géohistoire des villes à mes premières années d'enseignement, je n'utilisais pratiquement jamais le mot esclave. Et puis, j'ai lu plus tard un livre américain d'un historien qui nous expliquait qu'en 1800, de notre ère, 60% de la population était subordonnée. Je n'avais jamais pensé en ces termes, si vous voulez. Et je n'avais pas fait rapprochement entre l'aspiration à la liberté portée par les Lumières au XVIIIe siècle et par la réalité que je découvrais qu'à cette même période, 60% en étaient privés de liberté. Sous des formes diverses, des esclaves, des serfs, le servage existait encore en Russie à l'époque, des castes en Inde, donc des positions d'infériorité, des situations hiérarchisées. Donc c'est bien une population subordonnée. Je n'avais jamais pensé à ça. Et je croyais même un peu naïvement à un adage populaire que j'avais mal daté, parce que tout le monde l'avait mal daté, qu'on empruntait à Max Weber. L'air de la ville rend libre. Et je disais aux étudiants, ville égale civilisation. Monde rural égale monde fermé, obscurantiste, contrôlé, etc. Tout ça est faux. Cet adage populaire date du XVe siècle. Le XVe siècle est le second servage. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais le second servage, c'est-à-dire que vous avez un premier servage, toute l'Europe est asservie, il y a encore des esclaves aussi dans certains lieux, en même temps, simultanément. Donc c'est jamais une histoire linéaire, vous voyez, toute itérative, toute simple, qui se succède. Non, des fois tout s'entremêle. Et donc là, il y a des serfs, il y a des esclaves, et puis il y a des esclaves qui vont être libérés. Et ils commencent à se libérer au moment où les villes ne sont plus enfermées dans leurs fortifications. Et donc, tout d'un coup, je découvre une chose que je n'avais pas perçue jusqu'alors, c'est que les fortifications qui protégeaient les villes dès le début des premières villes, 3500 ans avant Jésus-Christ, n'étaient pas faites pour se protéger d'une agression extérieure, d'un danger extérieur, mais pour empêcher la population asservie, esclave dans la ville, de s'enfuir. Alors ça, c'est aussi une autre manière, évidemment, de concevoir ce fameux mur d'enceinte. Évidemment, je savais, parce que j'ai toujours lu un vieux copain qui s'appelle Platon.
Platon, c'est un sobriquet que son professeur de gymnastique lui avait donné, ça veut dire l'arche d'épaule en grec. Donc Platon, c'est un bel homme costaud, fils d'aristocrate grec. Bon, eh bien, Platon m'avait toujours fasciné parce que dans la République, dans les lois, et même Aristote, après son élève, considère que l'esclavage est tout à fait normal. Un Grec digne de ce nom ne doit pas travailler. Et donc, pour qu'Athènes, à qui on attribue tout de suite la naissance de la démocratie, pour qu'Athènes puisse fonctionner démocratiquement, il faut qu'il y ait des Athéniens et qu'il y ait en même temps 40 à 50% d'esclaves. Et ça, à l'école, on ne m'a jamais raconté ça. Et moi, maintenant, je le raconte, mais parce que je l'ai découvert très tardivement, parce que les auteurs eux-mêmes commencent à... Alors, il y avait des articles déjà sur l'esclavage en Grèce antique, à la fin du XIXe siècle, etc., mais ce n'était pas analysé de cette manière-là, si vous voulez. Là, maintenant, on sait que l'esclavage, on ne peut pas faire une histoire du monde, si vous voulez, sans parler d'esclavage. De la même manière qu'on ne peut pas faire une histoire du monde sans distinguer la subordination, dès le début, des femmes. Donc là, on a une histoire genrée qui vient s'articuler à l'histoire plutôt culturelle que j'essaye de dessiner, qui n'est pas une histoire, qui est une géohistoire. Donc, le second servage, il arrive quand? Il arrive au XVe siècle, c'est-à-dire juste après les grandes pestes. Voilà un point important. Les grandes pestes vont tuer jusqu'à 60 à 80% de la population des villes. C'est considérable. C'est considérable. Et évidemment, ça va désorganiser toute une région qui ne peut plus produire. Donc la seule solution pour produire, c'est à nouveau d'asservir. C'est ça le nouveau servage, le second servage du XVe siècle. Et il y en a évidemment qui ne veulent plus cette condition-là, parce que dans la mémoire populaire, ils ont connu une période sans servage, qui s'appelait du reste le pays de cocagne, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans ce détail. Et donc à ce moment-là, eh bien, il y a cet adage, l'ère de la ville rend libre, parce que les villes ont des chartes signées par les bourgeois, c'est-à-dire les habitants des bourgs, des villes, qui déclarent que tout fugitif sera libre et ne sera pas redonné à son ancien propriétaire, qui peut être une abbaye ou qui peut être un château féodal. Donc là, tout d'un coup, les gens s'enfuient des campagnes parce qu'ils s'enfuient pour quitter la condition d'être serfs, et en arrivant en ville, ils obtiennent la liberté. Alors là, on sent la puissance, évidemment, attractive de la ville avec cette formulation. Mais c'est pour vous dire que ça a une histoire. Et ce qui concerne le servage au XVe siècle en Allemagne, puisqu'il s'agit de... Alors l'Allemagne n'existait pas à l'époque, mais de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Allemagne et l'Autriche, n'est pas valable, évidemment, pour la Chine du même moment, ou pour je ne sais pas quel pays qui n'existe pas encore, de ce qui ne s'appelle pas encore l'Amérique latine. Donc vous voyez, là encore, il faut être excessivement prudent et regarder ça avec en détail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ville à ce moment-là? Quelles sont la taille de la ville? Les premières villes, on a beaucoup de travaux maintenant de ces archéologues. Les grandes villes mésopotamiennes, c'est 4 000, 5 000, 6 000 habitants. Quelques-unes seulement atteignent les 10 000, 20 000. Ouais, la fourchette est vaste, hein, c'est du simple au double. Pour Athènes, à l'heure de son apogée, on considère que c'est à peu près 30 000 citoyens, c'est-à-dire à peu près 200 000 habitants. Parce que le citoyen doit être né à Athènes de parents athéniens, et il ne peut être qu'un homme. Donc les femmes ne sont pas citoyennes, les esclaves ne sont pas citoyens, les enfants ne le sont pas. Et les étrangers non plus. Il y a une multitude d'étrangers. Ça, c'est excessivement documenté. Le métèque n'est pas le barbare, n'est pas le migrant, n'est pas l'immigré, n'est pas l'esclave. Tous ces mots ont un sens très important. Métèque, en grec, ça veut dire habiter avec. Donc c'est celui qui est considéré. Si vous lisez les lois de Platon, vous apprenez qu'il y a toute une série de droits. Les étrangers ont des droits, mais qui diffèrent selon leur statut. Aristote, son père est le médecin du roi de Macédonie, est donc considéré comme un Macédonien, donc il paye un impôt spécial pour pouvoir avoir le droit d'enseigner à Athènes. Il est perçu comme étranger. Mais il peut vaincre
cet handicap en payant un impôt important. Bien après, évidemment, on va oublier de raconter cette histoire parce que quand on dit Aristote, on dit Athènes. Mais le pauvre, il en a bavé avant d'être reconnu comme tel. Voilà. Donc on a une diversité de situations. Mais on a toujours ces 3 catégories sociales dont je vous parlais tout à l'heure. Les marchands, les guerriers et les prêtres. Je vais m'arrêter sur chacune très rapidement. Les guerriers, alors vous ne pouvez pas raconter une géohistoire du monde sans immédiatement penser la guerre. Le moment de paix, dans toute l'histoire de l'humanité, est vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, en 2020, il y a des guerres sur Terre. Pas en Belgique, pas en France, mais il y a des guerres. Donc la guerre n'a pas été supprimée. Les philosophes ont tous, dans leur grande majorité, théorisé la guerre. Le premier qui théorise la paix, et qui sera très mal vu de ses contemporains, s'appelle Erasme. Et Erasme a comme pote Thomas More. Et Thomas More va écrire une utopie, ça s'appelle l'utopie, c'est lui qui invente le terme. En fait, c'est Erasme, enfin, je n'ai pas le temps de raconter ça. Dans ce livre, l'utopie, ceux qui sont pointés du doigt comme étant les méchants, qui empêchent tout progrès social, ce sont les guerriers, c'est-à-dire ce sont les seigneurs, c'est-à-dire ce sont toute l'aristocratie et la chevalerie. Parce qu'ils n'ont qu'un boulot, ils savent faire qu'une chose, cela, c'est tuer. Et donc, Erasme pense la paix. Et penser la paix est quelque chose qui est inconcevable pour ses contemporains. Je donnerai qu'un nom très connu, Machiavel. Machiavel ne cesse de penser la guerre. Donc se dire, à cette époque-là, je suis pour la paix, c'est parce qu'en construisant la paix qu'on construira un autre monde, où on vivra mieux, avec moins d'injustice, moins d'iniquité, moins de violence, ça passe pas la rampe. Ça fait pas sérieux. Donc les guerriers, ils ont une place essentielle dans l'histoire de l'humanité. Et je dis bien les guerriers. Et là, je renoue mon histoire genrée, et je vois effectivement que subordination des femmes va avec la guerre. On était sidérés, pour les plus anciens dans cette salle, lorsque l'ex-Yougoslavie a éclaté, et qu'on a découvert que le viol systématique des femmes était considéré comme une arme de guerre, de ce qu'on appelle une purification ethnique. Là, on ne peut pas dire que c'est un truc de sauvage. L'ex-Yougoslavie, qui a des poètes, des musiciens, des romanciers, des romancières, des cinéastes. Ben non, ils étaient quand même encore hantés par cette dimension absurde, terrible, qui fait que bien souvent je regrette d'être un homme. C'est-à-dire cette espèce de fascination de la violence et du pouvoir. C'est pour ça que l'urbanisme, j'anticipe un peu sur mes conclusions, pour moi est vraiment, non pas seulement, comme l'a dit Damien, l'expression du productivisme, mais de l'arrogance masculine. C'est-à-dire que c'est une manière masculine de fabriquer la ville. J'y reviendrai peut-être s'il y a des questions sur ce point. Je continue. Donc il y a un surplus agricole qui, selon les années, selon les récoltes, qui permet d'entretenir ces 3 catégories. Les guerriers qui s'approprient ces récoltes, les marchands qui s'approprient un bénéfice en participant aux échanges, et puis les prêtres qui sont, quelles que soient les religions, toujours entretenus par la population de la ville. Donc, il y a là, vous voyez, quelque chose de très intéressant. Il faudrait des mots beaucoup plus prudents que ceux que je vais utiliser maintenant. Il y a là 3 catégories de populations qui vivent directement de l'exploitation des autres. Parfois avec des bonnes raisons, parce qu'on considère que c'est important d'avoir un temple avec un prêtre, ou enfin peu importe, et donc que celui-ci se consacre tout son temps à sa croyance, à sa religion, qui nous sert tant à nous, habitants de telle ville.
Et donc c'est normal qu'on l'entretienne, voilà, c'est ça. Mais en même temps, vous voyez, c'est très intéressant parce que ça montre aussi que ces trois catégories sociales de ces villes ne font pas corps avec leur ville. Je continue. Donc, je vous disais la population. 3 000, 5 000, 10 000 habitants. Athènes, à son apogée, 200 000. 200 000, c'est le Havre en France. Lors d'une conférence au Havre, j'ai eu la maladresse de dire Athènes, c'est comme vous ici, le Havre. Alors, où sont vos Platons, vos Aristotes Non, c'était gonflé. Alors, du coup, évidemment, j'étais mal vu. Et j'ai appris, du coup, par les gens dans le public, qu'il y avait des groupes de rock, il y avait des tas de trucs passionnants au Havre, hein, mais ce n'était pas tout à fait, vous voyez, pour dire qu'il y avait une culture, si vous voulez, pour le dire autrement. Et évidemment, j'ai expliqué qu'au Havre, il n'y avait pas autant d'esclaves qu'à Athènes. Ce qui les a, du coup, rassurés, évidemment, sur l'état culturel de cette grande ville, sinistrée, comme vous le savez certainement. Et alors, on sait, par un historien économiste belge, qui s'appelle Paul Béroc, qui a fait un travail magnifique de statistiques, d'abord parce qu'il fallait construire ces statistiques, et il nous raconte que dans toute l'histoire des villes, depuis donc moins 3500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 1800, il y a eu 4 villes dont la population a peut-être avoisiné le million d'habitants. Ces villes sont dans l'ordre chronologique. Rome. Rome est la capitale d'un empire gigantesque, dont on a même du mal à s'imaginer l'importance. C'est une ville qui a certainement eu plus d'1 million d'habitants et qui, en quelques siècles, va arriver à 5-6 000 habitants. Pas si vous imaginez ça. 1 million, c'est un truc auquel nous on ne songe pas. Enfin, les spécialistes aux Nations Unies qui étudient les mégalopoles, dont je vous parlerai bientôt, ils n'imaginent pas du tout que de 20 millions on passe à 30 000 personnes. Non, pour eux c'est 20 millions, ça peut être que 30 millions, que 40 millions, ça peut aller que dans ce sens-là. Rome, 1 million, voire plus, 7-8 000 habitants, voire moins. Et j'ai lu qu'un livre où il parlait de 500, ça me semblait vraiment très peu. 500 habitants au VIe siècle. Bon. Et puis ensuite, cette ville a repris de la population et aujourd'hui, c'est la capitale de l'Italie. Elle a 3 millions d'habitants au sens de l'ère urbaine. La deuxième ville, c'est Bagdad. Bagdad est une ville millionnaire à son apogée, c'est-à-dire à la fin des années 760-780, grâce à un calife qui s'appelle Al-Mansour qui a redynamisé cette ville. Bagdad, c'est la ville de la soie. C'est pour ça qu'en français, vous avez baldaquin qui vient de Bagdad. Enfin bon, je ne rentre pas dans tous ces détails. Et donc, cette ville va aussi décliner très rapidement. Du million, elle passera à 300 000, puis ensuite moins de 100 000 habitants pendant plusieurs siècles. Et puis hop, elle va reprendre, j'allais dire, pas mal de population il y a une trentaine d'années. Et depuis qu'elle est en guerre, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à savoir quel est l'état de sa population. La troisième ville, c'est Constantinople, à son apogée, c'est-à-dire à l'époque où elle s'appelle Byzance. Le mot Byzance vient d'un terme thrace qui veut dire rivage, bisé. Bon, je ne rentre pas dans tous ces détails. Ça va devenir Istanbul, c'est un terme arabe qui signifie la ville de l'islam. Donc c'est autre chose, vous voyez, ça se modifie comme ça. Et donc Byzance, 1 million d'habitants, léger déclin, et puis à nouveau, aujourd'hui c'est une ville folle, Istanbul. Il n'y a pas que le leader qui est un peu bizarre, toute la ville est folle, elle est totalement désorganisée. On ne sait pas, peut-être 24 millions, peut-être plus. C'est une ville sur une faille sismique. Le prochain tremblement de terre qui ne serait tardé, dit-on, parmi les géologues, va ruiner totalement Istanbul, où aucun permis de construire n'est respecté, aucune organisation urbanistique n'est respectée. Donc c'est une ville qui va connaître dans les quelques années qui viennent vraisemblablement une catastrophe. Et vous avez des géologues turcs qui tirent la sonnette d'alarme et personne ne les croit, évidemment. C'est une ville où les bidonvilles, c'est exceptionnel, les bidonvilles sont superposés les uns aux autres à Istanbul. Ailleurs, les bidonvilles sont horizontaux. À Istanbul,
vous avez, Istanbul, vous voyez, je vous disais, c'est comme quoi, et vous avez des strates comme ça. Hein. Et c'est le même propriétaire qui possède 50 cahutes, genre cage, posées les unes sur les autres. Et lui, il réside dans une gated community. Ça, je vais y arriver. Et puis la quatrième ville, c'est une ville chinoise, elle s'appelle Xi'an, hein, qui veut tout simplement dire la beauté de l'Est. Bon, c'est des villes qui connaissent 1 million et qui déclinent. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes à l'apogée de ces 4 villes, nous sommes à des moments où la Terre elle-même est peuplée de 300 millions d'habitants. On évalue à 500 millions la population mondiale en 1500. 1500, 500 millions pour toute la Terre. 1900, 1 milliard. 1930, 1,5 milliard. 2020, presque 8 milliards. 2050, 10 milliards. Vous voyez, donc ça, il faut aussi avoir cette échelle en tête. On a quelques villes de 1 million, mais la planète est peu peuplée. Aujourd'hui, là, on est en très peu de temps passé. C'était ce qui avait le plus profondément marqué Claude Lévi-Strauss, qui est né en 1908, et qui expliquait dans un de ses dernières interviews, alors qu'il était centenaire, il expliquait que ce qui lui paraissait le plus surprenant, c'est que quand il était né, ils étaient 1,5 milliard, et quand ils meurent, ils sont 7 milliards. Ce qui est une transformation fondamentale. Et c'est un sujet, je n'hésite pas à le dire, tabou. Moi qui suis décroissant, écologiste, etc., donc bien sous tout rapport, il se trouve que le sujet, dans les conférences où je vais, le sujet de la population, immédiatement, est le sujet qui fâche. C'est-à-dire que tout de suite, on dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? De quel droit? Alors c'est vrai, j'ai aucun droit pour dire aux femmes de ne plus avoir d'enfants, ou à leur mari de ne plus avoir d'enfants via leur femme. Et de dire, bah oui, mais attendez, est-ce que la Terre peut nourrir? Alors, vous savez, là, les trucs, j'ai lu énormément, mais les trucs les plus absurdes, 12 milliards, 20 milliards, 30 milliards. Manger quoi? Vous voyez, dans quelles conditions de production, etc. etc. Bon. Donc, en 1900, il y a 11 villes millionnaires au monde. En 1960, il y a 166 villes millionnaires. En 2015, il y a 530 villes millionnaires. En 2030, il y aura 750 villes millionnaires, dont 150 en Chine, dont la moyenne en Chine sera de 6,5 millions d'habitants. Très rapidement, 2 points. Le premier, c'est toujours dans mon enseignement, je pensais naïvement, parce que tout le monde racontait ça, c'est pas une raison pour que je suive, mais enfin c'était comme ça, c'était dans tous les livres que je prenais, c'est que plus la population croît des villes, mieux c'est pour les villes. C'est-à-dire qu'on avait toujours cette fascination du toujours plus gros. Une ville plus grosse est plus riche en culture, plus riche en services, plus riche en fonctions, etc. Elle satisfait mieux la vie de chacun. Donc il y avait cette idée que plus la ville est importante, mieux c'est. C'est la position d'une officine des Nations Unies qui s'appelle Habitat, qui a été créée en 1976, après la grande rencontre de Stockholm en 1972, pour s'occuper exclusivement des problèmes du logement du plus grand nombre, comme on disait à l'époque, et des villes. Tous les 20 ans, il y a eu une rencontre internationale. À Vancouver en 1976, à Istanbul en 1996 et à Quito en 2016. J'ai regardé et relu les textes de ces 3 grandes conférences internationales. À chaque fois, il y a une sorte d'optimisme béat sur l'augmentation des mégalopoles. Plus un pays a de mégalopoles, mieux c'est. Et même le modèle chinois est érigé en marche à suivre. En France, à la petite échelle française, c'est devenu la métropolisation. Il faut donc supprimer les petites villes, les villages, tout ça, ça ne va pas du tout. La modernité exige autre chose. Il faut qu'on fasse des villes en France de 1 million d'habitants. C'était l'obsession du gouvernement socialiste sous le président Hollande. Du reste, il a supprimé la plupart des régions pour en avoir 13. Et ensuite, le but, après, c'était de passer
de 36 000 communes à 7 000. Vous voyez, et pourquoi? On ne sait pas. C'est une décision technocratique. Voilà. Alors, depuis quand il y a 2000 habitants pour la France? En France, on appelle ville depuis 1846. J'ai fait l'historique dans mon prochain livre qui sort bientôt, je fais une page de pub. Hein, donc, mesure et démesure des villes. Bon, je reprends ça en détail parce que je voulais savoir depuis quand ça venait. Donc, c'est une classification et une quantification des villes qui datent de l'avant la Révolution française. Seyès, Mirabeau, enfin chacun y va de son chiffre. Les uns c'est 4 000, les uns c'est 5 000, etc. Bon. Et puis ce qui l'emporte, c'est 2 000. 2 000 avec une contrainte, il ne faut pas qu'il y ait plus de 200 mètres entre deux constructions. Sinon, c'est un village ou un hameau. Donc la ville est une concentration de 2000 habitants. Nous gardons cette appellation ville en français aujourd'hui pour désigner Shanghai ou Tokyo. On dit la ville de Tokyo, 30 millions d'habitants, c'est pareil pour nous, c'est la même notion que ville, 2000 habitants. Donc il nous faut changer notre vocabulaire. Alors, quelles sont les formes d'urbanisation? Je les énonce simplement parce que sinon ça prendra trop de temps. Il y a pour moi 5 formes d'urbanisation à l'échelle planétaire. La première est la bidonvillisation. Aujourd'hui, la majorité des urbains résident dans des bidonvilles qu'on n'a pas pu résorber malgré des kilos de littérature grise et de bureaux d'études. Je suis en train de terminer justement un petit ouvrage qui s'appelle « Les bidonvilles », où je reprends cette question-là, avec toutes les données chiffrées, avec même les premiers textes inconnus en français, du reste, enfin pas cités dans les ouvrages sur les bidonvilles, sur la théorie du slum. Enfin, c'est un article très fameux de 1958 aux États-Unis. Oui, c'est une préoccupation des pays riches d'abord, qui ont des bidonvilles, et ensuite, accessoirement, dans ce qu'on appellera à ce moment-là le tiers-monde, on ira également voir les bidonvilles. Donc la bidonvillisation aujourd'hui, y compris en France, renaît. Et ailleurs, elle se développe. Elle peut s'appeler camp de réfugiés. Bon, mais bidonville. Deuxième point, la mégalopolisation, c'est-à-dire des super gigantesques villes. Je vais y revenir un peu plus en détail. Troisième point, les villes globales. C'est une notion qui apparaît d'abord sous la plume d'Olpha Spengler. Enfin bon, je ne rentre pas dans toute cette généalogie. Ensuite, c'est repris par un Peter Hall, un très très grand historien de les villes anglais, remarquable même. Ensuite par Friedman, un économiste. Ensuite par Saskia Sassen. Et c'est à elle qu'on attribue ce terme parce qu'elle a publié en 1991 un ouvrage qui s'appelle Global City, que j'ai à l'époque fait traduire et publier dans ma maison d'édition que j'avais créée, où j'ai ensuite perdu de l'argent, enfin bref, qui s'appelle Descartes et compagnie. Et donc je connais très très bien Saskia. Et donc les villes globales, qu'est-ce que c'est? C'est une poignée de super villes qui cumulent une bourse, les meilleurs bureaux d'avocats, les meilleurs communicateurs, les meilleurs laboratoires de recherche, un opéra, des hôtels de luxe, un aéroport international. Et donc des villes qui sont dotées d'équipements exceptionnels, donc ça fait des villes d'exception. Elle en dénommait 3 en 1991, Londres, Tokyo, New York. Aujourd'hui, elle en dénombre 7. Donc les villes globales sont des villes très particulières, qui sont des villes de pouvoir. Et elle utilise un mot qui en français n'a pas marché, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Lors d'une conférence à laquelle j'assistais, elle répondait à une question, la ville globale, c'est une ville qui est dénationalisée. Elle voulait dire par là que la ville globale est une ville qui n'est plus solidaire de son État-nation. Elle est sortie de l'État-nation. New York, pour le dire vulgairement, New York n'en a rien à foutre des États-Unis. Je le dis un peu brutalement comme ça. New York vit sa vie. Une vie. Londres, pareil, c'est des vies incroyables en même temps. Donc c'est des villes assez exceptionnelles. Donc ça, c'est un point important parce que ce sont des villes qui décident de l'orientation du capitalisme globalisé et financiarisé. La quatrième, ce sont les gated communities. Là aussi, j'ai fait un livre, mais collectif, parce que je ne pouvais pas travailler tout seul sur cette réalité.
qu'on traduit en français par enclave résidentielle sécurisée. Gated community, c'est-à-dire une communauté fermée avec une porte, évidemment, c'est le titre anglais. Bon. Donc j'en ai fait l'historique, ça apparaît en France d'abord, avant la Révolution française, bref, tout ça, ça apparaît en Angleterre. C'est un mode particulier de gestion de la propriété. Et aujourd'hui, c'est le premier produit immobilier au monde. Aucun pays n'y échappe. Et ce sont des regroupements particuliers de populations homogènes d'un point de vue socio-économique, c'est-à-dire au niveau des revenus et donc au niveau du mode de vie. Alors, en Chine, où, vu que c'est un État totalitaire, il n'y a pas de violence urbaine, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de ceci, acheter un logement dans une gated community, c'est acquérir une adresse de standing. En Inde, où vous avez des écarts d'inégalité incroyables et où les gated communities fleurissent comme des chardons, eh bien là, c'est avoir un lieu, entre guillemets, paysager avec un parc, donc une espèce de nature artificielle, si vous voulez, qui vous est offerte, un peu comme un thème, si vous voulez. Et puis, tout de suite vient se greffer sur cette gated community indienne le petit bidonville où loge la population qui travaille pour ceux qui sont à l'intérieur de cette gated community. Dans l'Amérique latine ou en Amérique du Nord, où là, il y a de la violence urbaine, il y a des kidnappings avec des demandes de rançon, la gated community est vraiment une enclave sécurisée, avec vigiles, avec chiens policiers, avec réseau de vidéosurveillance. Bon, là c'est massif. Et en France, où il y en a énormément, c'est un produit immobilier gigantesque, il y en a énormément. Alors, ça ne lui plaisait pas quand il était maire, évidemment, et Premier ministre à Nantes. Donc, M. Hérault était pas content. J'avais participé à un débat avec lui. Il ne m'a pas salué. Enfin, bon, bref. Mais moi, je n'étais pas Nantes. J'ai dit Nantes, je m'en fous. Bon, je ne m'en foutais pas. J'avais les chiffres. Toulouse, évidemment. Et puis, toute la Côte d'Azur. Et puis, voilà, je pourrais vous-même, anecdotiquement, vous dire des noms de gens très connus qui habitent dans des gated community, tout en disant évidemment qu'ils sont de gauche et qu'ils sont pour la République, pour tous, évidemment. Ça, c'est deux choses différentes. Alors, la gated community, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Pourquoi ? Parce que dans une ville, c'est une enclave, c'est-à-dire que vous devez la contourner. Vous ne pouvez plus la traverser. Donc l'espace public, à un moment donné, n'est plus public, il est interrompu. En banlieue parisienne, moi j'en vois partout. Alors, il faut avoir l'œil, parce que il faut bien comprendre que tout d'un coup, là, il y a 62 pavillons, par exemple à Vitry, c'est pas une ville riche, hein. Il y a 62 pavillons, j'en connais un, là, près du parc. Il y a une seule porte d'entrée, c'est fermé, puis il y a un vigile qui est là à l'entrée, voilà, c'est tout. Et les gens qui sont là, ils ont payé un peu plus cher, mais ils ont la garantie que personne ne viendra rayer leur voiture. Parce que la voiture est décisive pour la population qui se trouve dans cette gated community. Donc ça, c'est le quatrième. Et puis le cinquième, c'est les petites villes. Alors, elles existent encore, mais elles sont devenues des villes dortoirs. Et donc, ce ne sont plus vraiment des villes. Et puis, il y a un sixième élément qui vient submerger les 5 formes d'urbanisation que je viens de nommer, que j'appelle l'urbain généralisé, que Bernard Charbonneau appelait la banlieusisation. Et cette idée d'un urbain généralisé apparaît sous la plume d'Henri Lefebvre dans La Révolution urbaine en 1970, puis sera théorisée différemment par François Choët en 1994 dans un article majeur qui s'appelle « Du règne de l'urbain et mort de la ville ». C'est un texte absolument décisif, très très important. Donc là, vous avez ces 5 formes d'urbanisation, je n'insiste pas plus là-dessus, qui sont mondiales. Et puis, vous avez forcément la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une ville. C'est une question qu'on m'a posée parce qu'on m'a dit « Ah, vous critiquez la ville, vous dites que la ville n'existe plus, taratata, mais qu'est-ce que vous entendez par ville ?» Donc il a fallu que... C'était un défi, que je trouve une définition. Moi, je ne suis pas trop du genre à définir, je suis plutôt du genre à essayer de faire advenir. Vous voyez, quand un étudiant disait « Ah, vous allez trop vite, c'est quoi? Vous avez dit ceci, c'est quoi ?» Non, moi je ne définis pas. La définition se construit, puis elle est provisoire, parce que les choses changent, se transforment, etc. Donc il fallait quand même, là, devant l'insistance des journalistes, que je trouve une définition. Donc j'ai dit, je suis parti d'une phrase de Fernand Braudel, que je trouve très très belle,
il dit « La ville est un heureux accident de l'histoire », laissant entendre qu'il pouvait très bien y avoir un monde sans ville. Peut-être que c'est celui dans lequel nous nous trouvons. C'est ce que je pense. Et donc, du coup, j'ai défini la ville comme étant l'heureuse combinaison de 3 qualités qui sont l'urbanité, la diversité et l'altérité. Qui sont 3 qualités que je ne retrouve plus aujourd'hui dans ce qu'on continue à appeler des villes. Par exemple, à Paris, que j'ai une ville, un lieu que j'aime beaucoup, la diversité est en voie de disparition, l'altérité est sous-estimée, l'urbanité est chancelante. Alors évidemment, j'ai refait l'historique de ces 3 mots. Le mot urbanité n'existe pas en grec, il apparaît sous la plume de Cicéron, et il définit la maîtrise de la langue. Quelqu'un d'urbain, c'est quelqu'un qui parle parfaitement latin, au point où il vient en aide à celui qui vient d'ailleurs, qui ne parle pas cette langue, ou qui la parle mal. Un paysan des environs de Rome arrive à Rome, il a un accent, il ne parle pas très bien, il se fait tout de suite repérer, mal voir. Et donc là, quelqu'un d'urbain serait quelqu'un qui va lui dire « Je vais t'introduire dans la ville, je vais te servir de mode d'emploi, je vais t'accompagner ». Donc quelqu'un d'urbain, c'est quelqu'un qui est poli, si vous voulez, qui est hospitalier, accueillant. On le dit encore aujourd'hui. C'est un mot qui a disparu. On dit « Ah, c'est quelqu'un de bien, il est urbain ». On ne dit plus trop. Donc l'urbanité, c'est cette qualité d'accueil de l'autre. Alors, vous voyez comment elle est en voie de disparition dans certains quartiers. La diversité, c'est une notion qui nous vient de la botanique d'abord, et qui est excessivement important, qui beaucoup plus tard va donner biodiversité, qui est un terme qui est inventé en 1985 seulement, donc c'est un terme assez récent. Et donc la diversité, c'est le fait qu'il y ait une multitude de situations, de qualités, de sentiments, de tout ce que vous voulez. Donc pour moi, une ville qui est la plus diverse est une ville de très grande richesse. Diversité générationnelle, diversité sexuelle, diversité alimentaire, diversité d'activités économiques, diversité de croyances, diversité culturelle, diversité langagière. Ben oui, plus c'est divers, mieux c'est. Je me réjouis à chaque fois que je vois dans la ville où j'habite, à côté de Paris, qui est Choisy-le-Roi, lorsque je vois cette incroyable diversité des habits des femmes. Des saris, des boubous, tout ça, je trouve ça extraordinaire. Et des parlers, tout d'un coup, j'entends des langues différentes en entrant dans le parc. Je me dis, c'est bien, parce qu'on entend toutes les langues, les gens parlent à haute voix maintenant, vous savez. Moi, je n'ai pas de téléphone portable, mais il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones portables et qui marchent en parlant. Donc tout d'un coup, vous êtes comme bercé par un murmure d'une autre langue. C'est mystérieux, mais c'est assez étonnant. Et souvent, je me dis, mais j'imagine, je me dis, tiens, il est en train de lui raconter ça. Mais je dois me tromper nécessairement. Bon. Donc la diversité, vous voyez, c'est une qualité qu'il faut cultiver. Elle est très difficile parce qu'il n'y a rien de plus facile que d'homogénéiser une population et d'uniformiser un quartier. Là, je fais beaucoup de conférences en France. Je sors de la gare de Nantes, je sors de la gare de Rennes, je sors de la gare de Strasbourg, les mêmes boutiques, les mêmes immeubles d'architecture, les mêmes enseignes. Jeff de Bruges, toutes les enseignes, vous les avez en sortant à Nantes. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a une architecture autre que cette architecture de verre et de béton. Ben, non, c'est la même. Donc, uniformisation. Gentrification, tout ça est catastrophique. Et alors, le dernier point, qui est l'altérité, c'est le plus difficile, évidemment. L'altérité, en philosophie, c'est la notion la plus complexe, je crois. C'est la qualité de ce qui est autre, c'est-à-dire de ce qui est différent, c'est-à-dire de ce qui demeure à vos oreilles et à votre cerveau incompréhensible. Donc, il faut admettre que nous sommes, chacun d'entre nous, dans un degré d'inconnaissance de l'autre. Moi qui suis athée, jamais je ne saurais ce qu'est la prière pour un musulman, ce qu'est le pardon pour un juif, ce qu'est l'Eucharistie pour un chrétien. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il n'existe pas de dialogue interculturel.
parce que c'est intraduisible. Il y a des intraduisibles qui sont irréductibles. Et c'est une richesse. Ce n'est pas un handicap pour vivre avec l'autre de ne pas le connaître. La première différence fondamentale, évidemment, c'est hommes et femmes. Et alors, est-ce que ça nous empêcherait de vivre ensemble? Donc vous voyez, l'altérité absolue, bien sûr, c'est entre les humains et les non-humains. Et elle est indispensable à prendre en considération. Et là, dans la conférence que je ferai sur l'écologie, la semaine prochaine, je rentrerai dans le détail du non-humain. Parce que maintenant, on sait énormément de choses sur comment le non-humain participe à notre propre humanité. Il nous faut donc penser comme un oiseau, penser comme une abeille, penser comme une montagne, penser comme une rivière. Tout ça, on ne sait plus, on ne sait pas penser de cette manière-là, sans pour autant tomber dans l'animisme. Non, c'est une pensée qui est, à mes yeux, indispensable parce qu'il y a de l'autre en chacun de nous. Ça, c'est le gars qui a inventé le mot féministe en français, il s'appelle Charles Fourier. Vous voyez, c'est un personnage assez extraordinaire, assez curieux, disons-le franchement. Mais il avait cette idée qu'on est au tout début du 19e siècle, on est sous l'Empire, le Premier Empire, et il écrit l'homme ne pourra pas se libérer dans sa tête, vous voyez, ne pourra pas se libérer tant que les femmes seront subordonnées. Quelques années plus tard, il invente ce terme de féminisme parce qu'il dit parce qu'il y a de l'homme chez la femme, il y a de la femme chez l'homme, il a toute une conception comme ça très très particulière et très quantitative. Enfin bon, et donc pour lui, les deux sont intimement mêlés, sont solidaires dans leur émancipation réciproque. Alors ça, c'est un pas en avant conséquent, si vous voulez. Et maintenant, on a franchi un pas de plus, on considère que tout ce qui est non humain relève aussi de notre capacité à nous émanciper, nous, humains. Alors on en est au tout petit début, évidemment. Il y a encore une maltraitance des animaux, vous le savez très bien. En France, ça circule beaucoup en YouTube. Enfin, il y a d'autres choses qui circulent, c'est même moi, mais enfin, il y a surtout, je laisse Grivois, Benjamin Grivois, comme je l'appelle, de côté. Il y a une maltraitance des animaux dans les abattoirs, etc. Mais surtout, c'est qu'on prend conscience qu'il y a une extinction massive d'un certain nombre d'animaux. Et là, il y a cette notion très importante en écologie que j'évoquerai la semaine prochaine, de chaîne alimentaire, évidemment. Il y a tout un enchaînement, dans le bon sens du terme, qui fait que nous avons besoin, nous, humains, des animaux, nous avons besoin des plantes, nous avons besoin des arbres pour vivre en tant qu'humains, pas seulement en tant qu'être vivant. Donc, c'était tous ces éléments-là que j'ai commencé à étudier. Je vais terminer peut-être, parce que moi, vous avez vu, je suis assez bavard. Donc, je vais terminer sur ce point-là, parce que c'est un texte que je trouve excessivement éclairant. C'est un article, alors c'est un truc qui n'existe plus trop, qu'on appelait des hommages. Il y a quelques décennies déjà, souvent les anciens élèves honoraient leur maître en collectant un certain nombre d'articles qu'ils lui remettaient comme un cadeau. Et donc, à un moment donné, en 1968, c'était une mauvaise année, vous allez me dire, pour ce genre d'événement, donc c'était publié qu'en 70, il y a des élèves de Claude Lévi-Strauss, professeur au Collège de France d'anthropologie sociale, ils avaient dit on va faire un hommage à Claude Lévi-Strauss, et donc ils avaient demandé à plusieurs personnes, et Émile Benveniste, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui est un linguiste français, Émile Benveniste a donné comme cadeau, il a fait un article qui s'appelle « Les deux modèles linguistiques de la cité ». Donc ce texte majeur est publié en 1970. Je vais vous le résumer. Donc déjà, vous voyez, là c'est un choc, c'est que moi, au lycée, on avait mêlé les deux, les Grecs et les Romains. C'était l'Antiquité, on appelait ça comme ça, l'Antiquité. Et puis on faisait même croire qu'il y avait une espèce de continuité, de passage de l'un à l'autre, comme ça. C'est deux mondes totalement différents. Ils peuvent avoir des noms de dieux communs, mais ce ne sont pas des dieux qui ont les mêmes
responsabilités, prérogatives, etc. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. C'est tout un coup, je découvrais qu'il y avait la Grèce et qu'il y avait Rome. Et l'article de Benveniste, c'est le suivant. Il prend deux termes pour dire ville, mais il comprend que le mot ville en grec, polis, vient d'acropolis, c'est-à-dire de la forteresse, donc des guerriers. Et ceux qui rentrent et qui s'installent dans la police acquièrent le statut de politesse en grec, ce qui signifie citoyen. Donc on a l'acropole, ou la ville, si vous voulez, la forteresse, qui attribue la qualité de citoyenneté à celui qui vient y résider. C'est dans ce sens-là. Dans le modèle latin, on a l'inverse. On a d'abord des citoyens qui se regroupent et, en se regroupant, créent la ville. Vous voyez, c'est deux modèles linguistiques totalement différents. Or, les mots qui vont donner cité en français, en anglais, en allemand, en russe, en irlandais, etc., il donne toute la liste, Émile Benveniste, repose sur le modèle grec. En français, on a cité, citoyen. On a en allemand Burger, etc. En russe, excusez-moi pour ma prononciation, on a Gorod, ville, qui va donner, cité, qui va donner citoyen, Grasdanin. Enfin, je fais semblant de parler russe, mais c'est pas vrai. Bon, voilà. Donc on a ça. Et ça, pour moi, c'est un texte qui m'a éclairé, parce que tout d'un coup, j'ai compris que ce qui faisait aussi la ville, c'était les conditions mêmes de l'organisation des relations entre les gens qui étaient dans cette ville. Et donc, le texte d'Émile Benveniste montre à quel point il nous faut toujours attribuer à l'étymologie une très grande attention, sans tomber dans le panneau excessif de considérer que l'étymologie dit tout, parce que les mots eux-mêmes voyagent, sans papier, ils sortent d'un pays à l'autre, et puis ils se renouvellent, ils s'enrichissent. Damien ne le savait pas, donc il n'a pas pu le mettre dans sa présentation, déjà ô combien élogieuse. Je suis lexicographe, donc j'ai été longtemps lexicographe chez Larousse pour le petit Larousse illustré. Pour 3 domaines seulement, la philosophie, les sciences politiques et les sciences du religieux, c'est déjà pas mal. Le mot ZAD, je l'ai proposé tout de suite, Larousse a refusé. Oui, parce qu'il y a une commission qui est au-dessus de moi, je fais des propositions, puis après on me dit « Ok, c'est accepté, vous avez 300 lettres ». Vous voyez, c'est tout petit, c'est des définitions très courtes pour le Larousse illustré. Donc ZAD, chaque année, je le reproposais, puis il était retoqué. Ça devait paraître gauchiste, bizarre, etc. Et puis bon, c'était pas légal. Enfin, bon. Et puis, alors, évidemment, j'ai rusé. Une fois, j'ai pu ruser, j'ai dit « Ah, il est dans le Robert ». Alors là, du coup, il m'a dit définissez-moi ZAD. Donc ça s'est passé comme ça. Et c'est comme ça pour plein de mots. Vous voyez, donc c'est pour dire que pour moi, la langue est une gourmandise. Et pour moi, un dictionnaire, ça va être un livre de recettes de cuisine, vous voyez. Pas du tout une police au sens P-O-L-I-C-E de la pensée. Donc les mots sont porteurs de sens. Et lorsque je parlerai la semaine prochaine d'écologie, on verra que tous les termes de la sociologie, individu, société, migration, territoire, habitat, sont tous des mots de la botanique. C'est excessivement important à savoir, et je ne sais pas pour les différents doyens ici présents, mais les mots de la chimie viennent aussi parfois d'ailleurs, etc. Bon, comment ça vient, vous voyez, pourquoi nous avons, nous, en français, par exemple, un seul mot pour dire vie, alors qu'il y en a 2 en grec, zoé et bios. L'un va donner biologie, biographie, etc. L'autre va donner zoologie. Bon. Donc on voit très bien l'importance de ces termes. Et puis il y a des mots qui changent de sens. Je vais juste prendre celui-là. Je vais en prendre 2 exemples, si vous me permettez. Le premier, c'est le mot jungle. Je vais à Calais.
avec des étudiants, voir la jungle de Calais. Et là, je m'aperçois que ce campement de réfugiés qui rêvent de passer en Angleterre, qui viennent d'Afghanistan pour la plupart d'entre eux, pour les premiers d'entre eux, là j'apprends qu'il y a plusieurs langues en Afghanistan, comme vous le savez, mais il y a une langue très importante quantitativement, c'est le Pashtun. Et en Pashtun, Jungula, c'est le petit bois. Et à Calais, ces réfugiés étaient expulsés de la ville et se sont réfugiés dans un petit bois, Jungala. Et les Français qui entendaient ça ont entendu jungle, le livre de la jungle, la loi de la jungle, pas le petit bois. C'était donc forcément un truc horrible, ce qui n'était pas faux par ailleurs, parce qu'il y a aussi eu des viols, des agressions, des violences dans la jungle de Calais. Mais c'est pour vous montrer comment un terme, vous voyez, mal entendu, donne son contraire. Je donne un autre exemple. Le mot espace, j'arrêterai là-dessus, promis. Le mot espace, en français, est un mot du vocabulaire des architectes. C'est ce qu'on dit. Eh bien, en faisant la généalogie du terme, je me suis aperçu que non. Dans tous les traités occidentaux d'architecture, depuis Vitruve jusqu'à Viollet-le-Duc, vous n'avez jamais le mot espace. Chora en grec, spatium en latin. Le mot spatium en latin signifie intervalle. C'est un mot du vocabulaire de la géométrie, un mot du vocabulaire de la musique, puis un mot du vocabulaire des copistes, qu'on retrouvera aujourd'hui dans le vocabulaire des typographes. Quand on vous demandera un article, ou quand on vous demande un article, on vous dit 3000 signes, espace compris. Espace, c'est l'intervalle entre deux lettres. Donc ça n'a rien à voir avec une dimension spatialisante de la maison, du territoire ou d'un lieu. Le mot espace pénètre le discours des architectes, des géographes, et ensuite de tout le monde, au début des années 70 du XXe siècle. Successivement est créé l'espace géographie, comme on a vu, l'espace géographique, espace et société, espace-temps, et ensuite, le mot espace est mis à toutes les sauces. Espace publicitaire, espace politique. Il y a même une bagnole qui s'appelle espace. C'est pour vous dire que tout d'un coup, il y a une espèce d'appauvrissement du vocabulaire. Mais c'est un appauvrissement qui est aussi un enrichissement. C'est ça que je veux faire comprendre. C'est que suivre les mots à la trace, c'est nous permettre aussi de comprendre comment une société se transforme, évolue. Aujourd'hui, par exemple, je vois avec plaisir le retour du mot territoire. Le mot territoire est pour moi excessivement important. Je crois qu'il nous faut territorialiser afin d'éviter d'être déterritorialisé. Bon, j'arrête parce que... Alors merci Thierry pour cette conférence qui est, comme les livres, extrêmement riche et qui, j'en suis sûr, va du coup susciter de nombreuses questions. Donc je propose qu'on commence avec les questions du public. Alors, Pierre Cornu, je te propose en fait d'attendre le micro pour que tout le monde puisse profiter de la question. Tu as la voix qui porte. Non, moi j'ai entendu, mais... Alors, à partir du moment où la ville sera cette espèce de combinaison entre trois qualités et que ces qualités ne figurent plus entremêlées dans les villes, évidemment, si on ne peut plus définir la ville par ces trois qualités, parce que ces trois qualités n'y sont plus, c'est que ce truc qu'on appelait ville, on l'appelle autrement. Et moi, je l'appelle urbain. Voilà. Donc, on est tous urbains. Alors, évidemment, dans mon prochain livre, ça ne va pas vous satisfaire, mais j'ai un très long chapitre sur cette idée d'urbanisation des mœurs. Il se trouve qu'un de mes premiers ouvrages, en 1990, s'appelait Homo Urbanus. C'est-à-dire que je voulais traiter de l'être urbain. Et avec l'éditeur, on s'est dit qu'il faut trouver un titre un peu plus
vendeurs, enfin on avait cru ça, et il y avait Homo soviéticus, Homo hierarchicus, Homo je ne sais plus quoi. Bon, donc on s'est dit on va en rajouter un, Homo urbanus. Bon, ça a fait plouf. Bon, mais c'est pas grave. Dedans, je commençais à expliquer que l'être urbain s'émancipait du lignage. Donc c'était vraiment au moment de la création des cités italiennes au Quattrocento. Et ensuite, que cet Homo urbanus eh bien, se propageait par une pandémie que j'appelais l'urbanisation des mœurs. C'est-à-dire le fait que partout, y compris dans les campagnes, il y avait une urbanisation des esprits, si vous voulez, et des comportements. Et là, je donnais énormément de références à des travaux qu'on avait un peu oubliés. Je pense à Placide Rambaud, par exemple, qui est un auteur très important, qui avait expliqué comment l'urbanisation arrivait dans les villages des Alpes par les sports d'hiver, par les manuels scolaires, par le catalogue de la Redoute, qui était un magasin de vente par correspondance à l'époque, puis un peu plus tard par le congélateur, vous voyez. Donc tout à coup, par la télévision, donc tout à coup, il y avait des éléments qu'on aurait cru neutres, qui en fait étaient porteurs d'un mode de vie différent, qui était le mode de vie urbain. Et donc c'est pour ça que je dis que l'urbain s'est généralisé, parce que, pas forcément dans la forme du bâti, pas forcément dans l'organisation territoriale, bien que, mais dans la tête des gens. Et je racontais cette anecdote, j'avais un été loué une maison pour aller en vacances avec mes enfants, et donc on allait chercher, c'était une aventure, chercher du lait, un pot à lait, comme dans la fable de La Fontaine, et on allait chercher du lait, et puis c'était toujours une jeune femme qui nous servait. Et un jour, elle n'était pas là, elle était remplacée par son mari. Voilà, donc j'ai fait gaffe, évidemment. Bon. Et j'ai dit, mais elle n'est pas là, la dame. Elle me dit, ah non, là, non, elle est au yoga. Et puis après, elle va dîner avec ses copines, ils vont au cinéma, et puis ils vont dîner là, avec ses copines. Et en rentrant, je me suis dit, elle a raison. Et je me suis aperçu effectivement que les modes de vie, c'est-à-dire l'organisation de la vie quotidienne, changeaient. Et du reste, leurs vêtements, le gars était habillé comme un citadin, il était en jean et en t-shirt, il n'était plus en bleu de travail comme un agriculteur standardisé de chez Depardon. Donc on était comme ça. Et donc là, tout d'un coup, on s'apercevait que toute la société changeait. Et c'est encore plus vrai maintenant avec le téléphone portable. Vous ne pouvez pas voir un tracteuriste sur son tracteur sans qu'il soit à son écran, parce que c'est tellement ennuyeux de faire des allers-retours sur cet énorme champ, il regarde un film, soit il est en train de téléphoner. Le téléphone portable, et c'est une véritable transformation urbaine. Et donc, j'ai même inventé dans mon dictionnaire de la ville, j'ai inventé le terme ouïisme, sur le modèle de voyeurisme. Le voyeurisme, c'est quand on voit quelque chose qui ne nous est pas destiné. Eh bien, l'ouïisme, c'est quand on entend quelque chose qu'on n'aurait pas dû entendre. Et dans le Thalys, tout à l'heure en venant, j'étais en face d'une femme qui racontait sa vie au téléphone, pas sur la plateforme, mais en face, en faisant semblant de chuchoter. C'était encore pire. J'avais du mal à me concentrer sur mon bouquin, enfin bon, bref. Et alors, j'avais toute une série d'informations, je ne vous le dirai pas, enfin, toute une série d'informations très très personnelles. J'avais même parfois envie d'intervenir, parce que, bon, mais on n'ose pas, voilà. Donc, alors c'est ça l'urbain. C'est autre chose que alors, évidemment, ça pose une autre question, et je profite de cette excellente remarque pour le mentionner, qui est la question de la taille. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une échelle de la ville, même petite. Il y a une échelle de la ville, ce n'est pas simplement... Je crois qu'une mégalopole ne peut pas être une ville. Et donc, à la suite d'autres personnes, j'invite à découper, à ce que Paris soit plusieurs villes et non pas une seule, à ce que le Grand Paris, pour moi, est une absurdité, je milite depuis longtemps contre, mais que le Grand Paris, ce soit une pluralité de ce que j'appelle des biorégions. Je crois que le biorégionalisme a des grands jours devant lui parce qu'il s'articule sur la notion d'échelle. Et je crois, avec Léopold Kohr, je ne sais pas si c'est un auteur qui vous dit quelque chose, Léopold Kohr avait cette idée que si quelque chose va mal, c'est que ce quelque chose est trop gros. Et il a nourri la pensée d'un économiste anglais, enfin anglais, d'origine allemande, mais anglais,
qui s'appelle Schumacher, qui a inventé, enfin qui n'a pas inventé Small is Beautiful, c'est son éditeur, mais qui a écrit un bouquin qui s'appelle Small is Beautiful, c'est-à-dire le petit est le plus beau. Je ne crois pas ça. Je pense, moi, dans mon livre qui va sortir, là, je parle de la juste plénitude. C'est-à-dire pas ni trop petit, ni trop grand. Et je crois, effectivement, parce que là, on a des données chiffrées très, très importantes, dont on ne tenait pas compte lorsqu'on faisait cette géohistoire des villes. On n'évoquait jamais le coût environnemental des villes. On n'avait pas de données, du reste. Même si j'avais voulu, en 1980, faire un super cours à mes étudiants en disant, voilà, la ville grossit, et voilà son empreinte carbone, et voilà son gaspillage énergétique, et voilà comment elle ne peut pas traiter ses déchets, et voilà comment elle entraîne une déforestation pour pouvoir s'alimenter, etc. etc. Ça, je n'avais pas de données. Maintenant, on sait ça. Et donc, j'ai compris, mais très récemment, parce qu'il y a des livres qui arrivent avec ça, c'est qu'il nous faut repenser autrement tout ce qu'on a cru. Je donne un exemple. Là, il y a un numéro d'une revue du département de pédagogie de l'État français, le CNDP, qui va sortir, comment enseigner l'écologie à l'école. Ils m'ont demandé une contribution. Et du coup, je prends comme exemple la révolution industrielle. J'ai regardé tous les manuels scolaires. La révolution industrielle, elle est positive. Il n'y a pas à discuter. C'est un progrès. Elle est géniale. Mais personne n'explique dans ces manuels que dès le premier rejet d'eau usée d'une usine chimique à Manchester en 1782, il y a eu un regroupement de pêcheurs qui sont venus porter plainte contre le fait que ces eaux usées tuaient les poissons. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu un mouvement nouveau, une nouvelle invention technique, etc., il y a eu son pendant. Il faudra attendre Paul Virilio pour qu'on ait ce que moi j'ai appelé le théorème de Paul Virilio, que j'énonce ainsi: tout progrès technique génère son accident. Or ça, on n'y pense jamais. Parce qu'on est omnubilé par ce progrès. Ça va plus vite, donc c'est mieux. Mais l'accident est pire. Et donc, Paul Virilio disait, à côté de l'université, il faut créer l'université du désastre. À côté du musée des arts et techniques, il faut créer le musée des accidents. Il avait raison. Et donc, de la même manière, quand on raconte l'histoire des villes, c'est toujours de mieux en mieux. Or, en fait, aujourd'hui, on a des données très importantes sur le métabolisme urbain, sur l'alimentation. Je publie à la rentrée Ville vorace, un essai que je fais sur l'alimentation des villes et l'agriculture urbaine. D'abord, enfin, c'est un autre sujet. Enfin, je finis quand même. Toutes les villes, depuis Rome, évidemment, on le sait par la comptabilité de l'époque, importaient les céréales. Aucune ville n'était autonome en alimentation. Il n'y a aucune raison que ça... C'est pas parce que Hidalgo veut mettre un peu de jardin sur les toits que ça va changer la donne. Imaginez seulement que le Grand Paris, 14 millions d'habitants, mange aujourd'hui chacun un demi-poulet. Il faut donc 7 millions de poulets. D'où viennent-ils? C'est un truc... Alors, et je prends toutes les villes du monde, c'est pareil. C'est-à-dire que dès que vous prenez vous voyez très bien que la circulation des biens alimentaires, qui est aujourd'hui planétaire, hein, alors on a même inventé le kilomètre alimentaire. Bon, tout ça, bon, on sait qu'un yaourt fait 8000 km, un jus d'orange 12 000 quand c'est Tropicana, pour citer une marque connue. Bon, c'est absurde. À un moment donné, c'est absurde. Donc ça, c'est urbain, ce n'est pas la ville. Voilà, c'est ça que je veux simplement dire. Dans une ville, on a des productions locales. C'est-à-dire qu'on a un rapport ville-campagne qui n'a pas été rompu. L'idéologie de l'opposition ville-campagne est liée avec l'industrialisation et le productivisme. Or, il nous faut réconcilier ce qui relevait des campagnes et ce qui relevait des villes afin de créer ces nouveaux territoires où il fait, espérons-le, bon vivre.
Une autre question? Ok, du coup, je vais me lancer en rebondissant alors justement sur ton dernier propos. Et donc, c'est sur l'idée, le rapport ville-campagne. Donc, et comme tu lis beaucoup Charbonneau, dont on parlait tout à l'heure, il se fait que cette opposition-là, elle est de plus en plus contestée, en fait. Et pourtant, on continue de parler avec, de penser avec, pardon. Exactement comme, par exemple, quand on parle de rurbanisation, etc. Et tu viens de parler, justement, du nombre de poulets qu'il faut pour pouvoir nourrir, en fait, mettons, 14 millions de Parisiens. Et donc, la question, c'est, tu disais, voilà, l'urbain, c'est aussi... il marque aussi en fait le devenir des campagnes. Est-ce qu'il n'y a pas justement, du fait du développement de ces villes, une nécessaire transformation en fait de la campagne qui ne peut fonctionner en fait qu'au service des villes? Je ne sais pas si je suis clair ou pas, mais donc, c'est vraiment voilà, dans l'aménagement du territoire. C'est pour ça que je pense, dans le déménagement du territoire, c'est pour ça que je pense plutôt au mot territoire. Je pense que c'est le mot qu'il nous faut reprendre, parce que les territoires à vivre, qu'il nous faut inventer, regrouperont des villes de tailles différentes et évidemment réactiveront ce qui n'existe plus, c'est-à-dire une agriculture vivrière, diversifiée là aussi. Et donc ça c'est un travail gigantesque. Moi je le vois, suivant ça de très près pour ce bouquin, je me suis aperçu à quel point le lobby de la FNSEA, le lobby du grand syndicat d'agriculture productiviste en France est hyper puissant. Et donc le pesticide, la permaculture, tout ça pour eux. Le pesticide c'est indispensable, même surtout s'il est très toxique. Et puis tout ce qui est alternatif à l'agriculture productiviste, ils sont contre, mais avec une violence inouïe. Donc la réconciliation ville-campagne est un enjeu pour moi décisif. Mais il faut pour ça que les villages soient des petites villes et non plus des cités dortoirs. C'est-à-dire que les Gilets jaunes ont révélé cette dimension-là en France, tout d'un coup. Ils ont dit, voilà, on ne peut pas être logé en ville où on voudrait, parce que Auxerre, Dijon, Bergerac, c'est trop cher. Donc on est à 10 km, 12 km, mais pour ça on est deux. Moi je suis, je ne sais pas quoi, aide-soignante à l'hôpital, et mon mari il est ouvrier ou imprimeur à tel endroit. C'est pas au même endroit, donc il faut 2 voitures. Donc c'est 2 voitures, pas de bonne qualité parce qu'ils ne peuvent pas l'acheter neuve, donc c'est 2 voitures d'occasion qui surconsomment de l'essence. Et donc le premier poste budgétaire, c'est la voiture. D'où la révolte quand on a voulu augmenter le prix de l'essence. Et du coup, on n'a pas assez bien expliqué que si on rétablissait dans les territoires un certain nombre d'éléments indispensables à la vie collective, c'est-à-dire au lieu de fermer les services publics, les développer, et recréer... Alors, j'ai trouvé ça chez un auteur belge, je vous le signale, le premier qui utilise l'expression « exode urbain » en 1903, il s'appelle Émile van der Velde. C'est un auteur, ce livre est majeur, excessivement intelligent, et il se nourrissait de la pensée de Kropotkin. Enfin bref. Monsieur, le micro peut-être? C'est parfait, on vous entend. Vas-y, vas-y. Oui, bien sûr. C'est le thème majeur de ce livre qui sort la semaine prochaine. Non, mais... Donc je vais vous donner un scoop. Je vais vous donner... Non, alors je prends... Il faut être honnête, hein, j'emprunte la notion de juste plénitude à Lewis Mumford. Lewis Mumford est un auteur essentiel, pas assez lu, bref. Et donc, il a cette idée, à un moment donné, de dire que la taille n'est pas une question quantitative, mais qualitative. Donc là, ça change un peu
la donnée, parce que la taille, on dit voilà, il ne faut pas dépasser tant, hein, tant de kilowattheures, tant de population, etc. Et lui dit oui, mais c'est pas ça. Donc il trouve ce mot plénitude qui veut tout simplement dire, que moi je traduirais par, alors pour le dire autrement, la juste plénitude, ce serait la juste qualité, comment l'expliquer, la juste qualité du mieux-être. Donc ce n'est pas du bien-être, c'est du mieux-être. Voilà. Je distinguerais bien-être et mieux-être comme ça. Et donc la plénitude, elle va avec quelque chose qui est plein de sagesse et qui est satisfaisant dans son rapport à ce que ça coûte. Donc il y a une sorte de sobriété. Je traduirais plénitude par sobriété, frugalité et convivialité. Alors maintenant, tu as posé une autre question très importante. Si, je vais t'expliquer. Non, tu parles, donc tu poses une autre question très importante que je n'ai pas évoquée, sauf avec les guerriers, mais c'était une autre époque. C'est le politique. Là, effectivement. Alors là, c'est le plus difficile, parce que dans la question de la nouvelle territorialité, il nous faut inventer de nouvelles modalités de la démocratie. Dans Repenser l'urbanisme que Damien a eu la gentillesse de citer, je passais en revue toutes les modalités en France de gouvernance des villes. Parce que le maire élu, c'est la Révolution française qui le fait naître. Auparavant, vous aviez plusieurs modèles, plusieurs possibilités. Vous aviez des villes qu'on appelait les villes royales, c'était le roi qui nommait le maire à vie, puis qui le destituait. Vous aviez des villes où il y avait des élections, vous avez des villes où il y avait des tirages au sort. Donc tout ça cohabitait. La République une et indivisible a imposé le même schéma. Moi, je pense qu'il faut revenir à une diversité expérimentale des formes du politique. C'est-à-dire que je crois que pour des petites villes ou des villages de 100, 150, 300 habitants qui sont assez nombreux encore en France, là, je verrais, moi, non pas une élection, mais un tirage au sort avec une durée de mandat d'1 an. Je pense que c'est très très bien que le boucher soit maire pendant 1 an, que l'infirmière le soit, qu'un agriculteur le soit, etc. Par contre, pour d'autres, alors avec des prérogatives qu'il faut redéfinir, évidemment. Par contre, pour d'autres échelons territoriaux, comme par exemple le député, je pense que 4 ans, c'est trop long. Pareil pour le maire, 6 ans, c'est trop long. Je suis pour des mandats beaucoup plus courts et tournants. Mais alors, l'idéal pour moi, ce serait même qu'il n'y ait plus de représentants politiques, qu'on soit vraiment dans une démocratie directe. Mais ce qui voudrait dire une décentralisation complète des instances. Alors ça, on en est loin. On en est loin parce qu'il faut gérer les contradictions, les conflits entre deux villes, au sein même de la ville, entre deux quartiers, etc. etc. Et là, je vois à quel point on en est loin, parce que, pour te dire vraiment ce que je pense sur le politique, c'est que je pense que l'organigramme du politique, avec la question environnementale, ne peut plus être vertical. Il doit être horizontal. Et ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas. Je vois, moi, dans les réunions publiques où je vais, il y a toujours le représentant du maire pour les parcs et jardins, pour les enfants, enfin c'est thématique. Et je dis, vous ne pourrez jamais avoir une démarche environnementale parce que la démarche environnementale, elle est horizontale, elle n'est pas verticale. Et nos systèmes sont tous hiérarchisés depuis l'école, même dans la famille. Donc là, il y a un truc énorme. Comment pouvoir expérimenter autrement ? Comment à l'école, dès l'école, dès le matin, les enfants se réunissent et décident ensemble, ou pas ensemble, la discipline qu'ils vont mettre en avant ce jour-là. Les pédagogies nouvelles, qui sont centenaires, en Belgique, De Crowley, remarquable, en Italie, Montessori, Freinet, etc. Patrick Guedes, qui est un des plus grands pédagogues, à mon avis, Jeune Dewey, etc., aux États-Unis, tous disent qu'il faut supprimer, ils ne suppriment pas, mais ils ne mentionnent pas les disciplines. Ils ont une approche sans le savoir qui était déjà écologique. C'est-à-dire qu'on va à l'école
parce que c'est l'école. Pas pour avoir un emploi du temps avec des disciplines et des coefficients disciplinaires. Donc ce qui fait que chez Montessori, que chez Freinet, etc., vous n'aviez qu'une discipline. Ou chez Patrick Gallès, vous en aviez deux, jardinage et musique. Aujourd'hui, une école qui voudrait s'ouvrir à l'écologie devrait supprimer cette répartition disciplinaire qui repose non pas sur un savoir que l'enfant va acquérir de lui-même, mais par un savoir que des sachants adultes considèrent qu'il doit connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Or, lorsque j'ai défini dans un de mes livres les enfants comme étant des chercheurs d'or, HORS, c'était bien pour dire qu'un enfant, il est toujours en train de chercher hors de lui, hors de sa classe, hors de sa famille, etc. Peut-être qu'on peut aller boire un verre, non? Alors justement, donc j'allais vous proposer, avant d'applaudir une dernière fois Thierry Paco, de se rendre au drink. Et une précision importante, en fait il y a 2 drinks organisés en même temps, le nôtre c'est la première à droite. Donc voilà, je vous propose d'applaudir une dernière fois Thierry pour sa conférence.